Le brunch politique Sud Radio. Tour d'horizon, petites phrases, confidences, analyses. Louis Morin décrypte l'actu politique Avec ceux qui la font. Bonjour, l'invité du brunch politique. Aujourd'hui, Florian Philippot, député européen et vice-président du Front National. Au menu du brunch politique, le programme du FN pour la présidentielle à 6 semaines du premier tour. Emmanuel Macron au coude à coude avec Marine Le Pen dans les sondages. Les affaires qui continuent de polluer la campagne avec de nouvelles révélations ce matin. Et puis juste après les présidentielles, les législatives qui arrivent au mois de juin. Louis Morin. Le brunch politique Sud Radio. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être notre invité aujourd'hui en direct sur Sud Radio. Hier, François Hollande a mis en garde contre le nationalisme. Le nationalisme, c'est la guerre, a-t-il déclaré en reprenant la formule de François Mitterrand. Selon lui, il s'agit d'une phrase prophétique. Attention, a-t-il insisté, une mise en garde pour les électeurs contre le danger du Front National. Vous êtes clairement visé, Florian Philippot. Oui, c'est-à-dire que une nouvelle fois, juste avant les élections, le président de la République et le Premier ministre, au lieu de travailler au service de la France contre tous les problèmes que connaissent nos compatriotes, que ce soit le chômage, la pauvreté, l'islamisme, eh bien, sont en campagne électorale, avec d'ailleurs les moyens de l'État, ce qui devrait choquer et indigner, puisqu'ils utilisent des moyens publics pour faire une campagne électorale. Écoutez, je crois que, en même temps, je me demande si le fait d'avoir François Hollande, si vous voulez, qui est à moins de 10% dans les sondages, ce n'est pas un avantage, ce n'est pas un atout, parce que sa parole est tellement démonétisée, décrédibilisée, que quoi qu'il dise, je crois que ça n'imprime pas, et que les gens se disent au contraire, si Marine Le Pen incarne l'alternative à François Hollande, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur le fond, ça renforce votre posture d'anti-système ? Oui, mais on n'a pas besoin de posture. Chacun sait que nous sommes la seule candidature anti-système dans cette élection, et que François Hollande, avec Cazeneuve, est là pour essayer de faire passer son poulain. Et de plus en plus manifestement, son poulain s'appelle Emmanuel Macron. On a bien compris que le système s'accommoderait. Le poulain de François Hollande, ce n'est pas Benoît Hamon, c'est Emmanuel Macron. Oui, vous. Non, de manière évidente, c'est Macron. On voit bien d'ailleurs de plus en plus de ministres de François Hollande qui annoncent leur soutien à Monsieur Macron, et on sait bien que si par malheur Macron l'emportait, qu'il avait une majorité législative, ce serait à 90% le Parti Socialiste. Macron, c'est un peu l'astuce du hollandisme pour se maintenir 50+ sans que ça se voit trop. Sauf que je pense que dans les semaines qui viennent avant l'élection, ça va se voir de plus en plus. Sur le fond, je réponds quand même sur le fond, c'est important de répondre. Donc il reprend la formule de Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre. Personne ne défend le nationalisme. Moi, je ne défends pas le nationalisme. Marine Le Pen ne défend pas le nationalisme. On défend la nation, c'est vrai. Et je crois qu'on devrait tous y être attachés, y compris le président de la République. Parce que la nation, c'est notre bien commun, notre maison commune. Et on défend le patriotisme. C'est-à-dire l'amour. C'est un sentiment positif. L'amour de son pays, de sa patrie, l'amour de la nation, l'amour de la France. Il n'y a aucune visée belliqueuse chez nous. Au contraire. Le nom du FN, c'est Front National. C'est pas Front Patriote. Oui, mais l'adjectif national, si vous voulez, il est, alors sauf à diaboliser même l'adjectif national, j'espère qu'on n'en est quand même pas arrivé là, c'est un adjectif qui est magnifique. Nous défendons la souveraineté nationale, nous défendons l'identité nationale, nous défendons la solidarité nationale, et nous visons vraiment à ce que tous ceux qui veulent détruire les nations, tous ceux qui ne croient plus en la France, alors ils s'appellent Fillon, ils s'appellent Macron, ils s'appellent comme vous le voulez, ceux qui veulent fondre notre pays dans le magma européiste, dans le magma de la mondialisation sauvage, eh bien ces gens-là, effectivement, ne croient plus en la nation. Nous, on y croit, et nous, on pense que la nation, c'est une structure démocratique, une structure de protection et une structure de prospérité. Florian Philippot, vous dites que vous êtes le seul parti anti-système. Sur quoi est-ce que vous vous fondez pour déclarer cela ? C'est-à-dire que nous sommes libres. Nous ne sommes pas là, nous, pour, si vous voulez, contrairement à d'autres, renvoyer des ascenseurs. Quand on voit que le programme santé de M. Fillon dépend d'AXA, un assureur, quand on voit que le programme santé de M. Macron dépend de Servier, et qu'il y avait même un conflit d'intérêts avec le conseiller santé de M. Macron, quand on voit que les commissaires européens s'impliquent dans cette campagne uniquement contre Marine Le Pen,
et pour soutenir les autres, peu importe. C'est-à-dire, on a vu Moscovici s'impliquer, on a vu le commissaire Phil Hogan s'impliquer. Ça fait système, si vous voulez. Il n'y a aucun Nous, grand patron qui finance le Front National. Eh bien non, il n'y a pas de grand patron qui finance le Front National. Nous ne dépendons non, d'aucun média, nous ne dépendons d'aucune grande puissance financière, nous ne dépendons d'aucun grand patron, nous ne dépendons pas d'assureurs, de banques, de laboratoires pharmaceutiques. Ça nous différencie très clairement, c'est vrai, des autres. Le fait de ne pas avoir de soutien dans cette campagne, vous pensez que c'est un atout? Mais notre soutien, c'est le peuple. Voilà. Et ça devrait être le seul soutien acceptable, admissible en démocratie. Alors c'est vrai que ça nous confère moins d'avantages financiers, nous n'avons pas les mêmes avantages, les mêmes publicités, les mêmes réseaux de communication que Macron ou Fillon, qui peuvent s'appuyer, notamment Monsieur Macron, sur tout le système financier, bancaire et médiatique qu'il soutient. Mais dans les urnes, c'est ça qui fera la différence. Et les Français veulent une femme libre. Ils veulent pas un pantin de Bruxelles ou un pantin de AXA ou un pantin d'une banque. Où en est le financement justement de la campagne présidentielle, Florian Philippot? Pour l'instant, elle est financée, mais nous attendons toujours, je crois, un prêt, sachant que les banques françaises ne prêtent toujours pas. Donc ce sera un prêt. Mais quand on dit pourquoi vous êtes anti-système, ça, par exemple, c'est un des symboles, une des preuves, c'est que les banques françaises financent les autres candidats, mais pas Marine Le Pen, ce qui est d'ailleurs un vrai problème démocratique. Donc ce sera un prêt d'une banque russe? Non, ce ne sera pas une banque russe, ça je pense pouvoir le dire. Ce sera une banque étrangère? Si les banques françaises prêtent pas, la France et l'étranger, ça fait le monde entier. Donc il n'y a plus beaucoup, à moins que ce soit une autre planète, mais on n'en est pas encore là. Donc il n'y a pas d'autre solution. Mais ce serait une banque de quel pays, Florian Philippot? Alors pour le coup, j'en sais vraiment rien. Ce que je sais, c'est que si c'est une banque française demain, tant mieux. Mais il faudrait une loi qui oblige au moins un établissement bancaire français, sous la supervision de la Banque de France, à prêter aux candidats à l'élection présidentielle. Je pense que ce serait quand même plus démocratique, parce que ça n'est pas aux banques à faire la loi en France. Vous avez des dons également, Florian Philippot? Vous savez, les dons, oui, on en a, comme tout le monde. Les nôtres, la plupart sont modestes. Vous savez que les dons sont réglementés, je crois, à 7 500 € par maximum. Par an et par personne. Les dons de personnes privées sont évidemment interdits. À hauteur des 2/3. C'est ça. Mais nous, je ne sais plus quelle est la moyenne de nos dons, mais ils sont très faibles, parce que, mais vous savez, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et donc, je remercie chacun, évidemment, qui a fait un effort et qui fait un effort, y compris financier, dans cette campagne. Marine Le Pen fait-elle des dîners? Ces fameux dîners que certains candidats font avec des grands patrons pour justement tenter d'obtenir davantage de dons? Ah non, pas à ma connaissance, non. Marine Le Pen voit du monde, mais dans tous les secteurs de la vie professionnelle, culturelle, universitaire, administrative du pays, mais elle ne fait pas ce genre, elle ne fait pas le Bristol ou bien le Phuket ou non, ça n'est pas notre conception de la vie politique française. Florian Philippot, vous restez avec nous, on fait une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite du brunch politique en direct sur Sud Radio. Le brunch politique en direct avec Florian Philippot, vice-président du Front National. Emmanuel Macron est en deuxième position dans les sondages, derrière Marine Le Pen. Pour vous, c'est votre concurrent préféré, Emmanuel Macron? Moi, je pense d'abord que la bulle Macron est un peu... C'est une bulle? Oui, je pense que c'est une bulle... très parisienne, très médiatique, très bancaire, mais que moi je l'ai constaté déjà, je vous dis, encore hier en Moselle, sur le terrain, je sais pas, on ne parle pas d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas du tout d'espérance chez Emmanuel Macron. Je pense que l'arnaque est d'escroquerie de plus en plus visible et décryptée par les Français. Mais c'est vrai que après, sur le fond, c'est un candidat parfait face à Marine Le Pen, parce que c'est vraiment l'opposé en tout point. C'est-à-dire que certains ont fait une analyse très précise, et nous l'avons faite également, de son programme, puisqu'il a enfin dévoilé ce qui ressemble à peu près à un programme, même s'il n'y a rien de chiffré, rien de précis, mais c'est exactement en tout point, sur tous les domaines, les exigences de l'Union européenne. Mais exactement, c'est-à-dire que tout ce que demande la Commission de Bruxelles, on le retrouve dans la petite valise de Monsieur Macron et dans son programme. Et c'est vraiment, si vous voulez, un candidat qui incarne cette idée que la nation, la France, est complètement dépassée et qu'il n'y croit plus. Quand il dit il n'y a pas de culture française, quand il dit l'art français, je ne l'ai jamais vu, quand il accuse la France de crimes contre l'humanité, eh bien, c'est bien la preuve qu'il ne croit plus en son pays. Probablement même qu'il ne l'aime pas beaucoup, parce que accuser son propre pays de crimes contre l'humanité, qui est le plus affreux, le plus odieux des crimes, c'est quand même avoir un sens du respect et de l'amour de son propre pays assez faible. Pourquoi aurait-il fait cette déclaration? Pourquoi a-t-il fait cette déclaration, selon vous? Je n'en sais strictement rien. Il était en tout cas en Algérie
au moment où il a fait cette déclaration, sûrement pour plaire à ses hôtes. Je ne sais pas d'ailleurs si ça leur a plu. Voilà, il s'est servi de la France comme d'un paillasson, probablement pour faire plaisir à ses invités ou à quelques-uns de ses invités, ce qui prouve qu'il n'est pas en mesure, il ne sera pas en mesure de défendre les intérêts nationaux, parce que s'il cède à l'étranger aussi facilement au public qu'il a en face de lui, et s'il oublie aussi vite les intérêts de la France et l'honneur même de la France, hein, là on touche vraiment à l'honneur de notre pays, eh bien ça prouve qu'il sera un président corvéable à merci par rapport aux puissances étrangères, aux puissances supranationales, aux puissances financières. Je rappelle d'ailleurs que le crime contre l'humanité, c'est un crime imprescriptible. Donc s'il est logique, s'il ne parle pas complètement en l'air, alors il doit donc ouvrir une série de procès. Sauf que son objectif, c'était d'apaiser. C'est ce qu'il a déclaré. C'est tout sauf l'apaisement. Enfin, excusez-moi, il y a quand même des centaines de milliers de Français qui sont allés se battre en Algérie pendant plusieurs années, fin des années 50, début des années 60. Si c'est imprescriptible, ces gens-là doivent être traînés devant les tribunaux, ceux qui sont encore vivants, selon la logique d'Emmanuel Macron. Ce que je ne souhaite évidemment pas. Mais je veux dire, c'est quand même parler, c'est lourd ce qu'il a dit. Bon, et puis si vous voulez, c'est l'homme qui a laissé Alstom partir dans la main des Américains, Technip, autre fleuron français, partir dans la main des Américains, qui a privatisé des aéroports à Toulouse, à Nice, à Lyon, qui a laissé nos barrages être privatisés potentiellement. Enfin, c'est vraiment un homme qui est dans la main des puissances financières et qui ne pense pas du tout à l'intérêt de la France. Florian Philippot, Emmanuel Macron se revendique également anti-système. Oui, ce qui, je crois, fait rire tout le monde. C'est anti-système avec Servier, anti-système avec Berger, le patron du Monde, anti-système avec un parti traditionnel, anti-système avec Rothschild d'où il vient, anti-système en ayant été ministre de Hollande, anti-système avec des soutiens comme Cohn-Bendit, j'en ai noté quelques-uns, c'est amusant d'ailleurs, ça devient amusant, hein, le radeau de la Méduse autour de Macron, il y a Robert Hue. Alors de Robert Hue à Alain Madelin, ça c'est quand même assez amusant. Monsieur Attali, qu'on retrouve depuis 40 ans autour de tous les présidents de la République. C'est sa capacité à fédérer, à rassembler autour de lui ? Oui, et ce qui prouve qu'il est donc l'homme du système. Parce que tous ces gens-là sont des hommes du système. Bayrou, Berger, je vous le disais, oui, mais il n'est pas l'homme d'un parti politique, d'un parti politique traditionnel. Moi je pense qu'en réalité s'il avait une majorité législative à 90% on y retrouverait le Parti Socialiste. Donc en fait ce qui apparaît de plus en plus clairement c'est qu'il y a eu une astuce, le hollandisme était foutu, personne ne voulait évidemment de François Hollande ou l'un de ses successeurs pour le prochain quinquennat, donc il a trouvé une petite astuce, c'est de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, sauf que c'est en train de lui revenir en boomerang parce que de plus en plus chacun comprend qu'en réalité Macron c'est la poursuite de Hollande, c'est donc la poursuite de la soumission à l'Union européenne et à toutes ses exigences en matière économique comme en matière migratoire d'ailleurs. C'est aussi un candidat qui est fou d'immigration, qui adore l'immigration. Il a même félicité Madame Merkel et il a dans son comité de soutien le président de France Terre d'Asile, qui est une association ultra-immigrationniste. Et il rencontre par ailleurs Angela Merkel la semaine prochaine. Il va se faire adouber comme Fillon l'avait été par la reine d'Europe, Madame Merkel. Florian Philippot, la semaine dernière, justement, Emmanuel Macron accusait les médias de faire le jeu du Front National en relayant vos attaques sur sa personne, sur son passé. Sur son passé de banquier. Macron qui accuse les médias de faire le jeu du front, c'est assez comique ça. C'est ce qu'il a déclaré lors de la de presse. Alors qu'il a tous les médias à sa botte, il suffit d'allumer n'importe quelle télé ou radio pour se rendre compte que c'est Macron in love, quoi. C'est grand amour pour Monsieur Macron, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, même quand il ne dit rien. Donc ça, c'est assez rire. C'est assez drôle. Après, est-ce que nous l'avons attaqué sur son passé ? Non, on l'a pas attaqué sur son passé. On a le droit de dire quel est son passé. Bien sûr qu'il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Bien sûr qu'il a été ministre de Hollande. Vous parlez également de son passé de banquier de Rothschild. Et bien sûr qu'il a été banquier d'affaires et qu'il y a gagné 3 millions d'euros en quelques années et qu'ensuite il a présenté une déclaration de patrimoine inférieure au patrimoine moyen des Français. Je l'accuse pas. Je dis pas que c'est illégal, on lui pose simplement une question. Comment en un an on explique qu'on passe de 3 millions d'euros de gains, un peu moins parce que c'est vrai qu'il y a des impôts à payer mais il en reste quand même beaucoup, à une déclaration de patrimoine ridicule inférieure à la moyenne des Français? Simplement, on pose la question comme beaucoup de Français. Et on attend une réponse. Et on attendrait d'ailleurs que d'autres lui posent la question, mais ça ne vient jamais. Vous avez vu cette semaine la caricature d'Emmanuel Macron par les Républicains, Florian Philippot? Alors oui, j'ai vu ça et je l'ai trouvé inadmissible. Inadmissible ? Emmanuel Macron est au centre et son réseau est présenté autour de lui, sauf qu'il ne s'agit pas d'Emmanuel Macron, mais d'un photomontage sur lequel il est présenté avec un long nez crochu, un chapeau haute forme, un gros cigare dans une main et une faucille de l'autre.
Une caricature qui en rappelle d'autres, des caricatures antisémites. Soit celui qui a fait ça l'a fait volontairement et c'est grave, soit il l'a fait involontairement mais c'est le signe d'une inculture qui produit des résultats assez graves également. Donc voilà, c'est une caricature que le Front National d'il y a quelques années sous Jean-Marie Le Pen aurait pu faire. J'ai pas le souvenir que le Front ait fait ça un jour. En tout cas, c'est quelque chose qui vient là des Républicains et qui a été publié sur les réseaux du parti des Républicains de M. Fillon. C'est leur affaire et c'est à eux quand même de faire le ménage, je crois. François Fillon justement a demandé des sanctions contre ceux de son équipe qui ont préparé cette caricature. Il y a un sacré problème d'organisation, manifestement. Florian Philippot, on va dire un mot de la ruralité. Hier, meeting sur la ruralité de Marine Le Pen qui a dénoncé la mondialisation qui désertifie les campagnes. Vous tentez de séduire l'électorat des campagnes, Florian Philippot ? Non, on ne tente pas de séduire, on essaie d'apporter des solutions par rapport à un vrai problème. Il y a évidemment des centres-villes, il y a beaucoup de villages en France qui n'ont plus un seul commerce ni un seul service public. Et souvent, en fait, le commerce de proximité, c'est un service public aussi. Même si c'est une activité privée, parce que la dernière épicerie, le dernier bar tabac, etc., c'est un service public. Et puis les services publics en eux-mêmes, l'école, la poste, regardez, là on voit en ce moment dans la Creuse une belle mobilisation d'ailleurs que nous soutenons pour la dernière gare qui relie ce département à Paris, la gare de la Souterraine. Que moi-même j'ai déjà emprunté d'ailleurs, la SNCF et donc l'État vise à détruire cette gare, pas la supprimer totalement, mais faire en sorte qu'il y a moins de trains qui s'y arrêtent, qu'on supprime 6 agents là-bas, etc. Bon, ça, c'est un mauvais coup fait à l'aménagement du territoire, un mauvais coup fait à la ruralité française. Économique souvent, hein, Florian Philippot. Oui, mais alors les services publics, ça n'est pas qu'un raisonnement économique. Le service public, justement, si c'est un service public et que tout n'est pas privé, donc il faut accepter certaines activités déficitaires. Mais bien sûr. Largement déficitaires. C'est jamais largement déficitaire parce que nos grandes entreprises publiques souvent sont bénéficiaires. Mais il faut accepter bien sûr qu'on n'aille pas simplement là où il y a de la rentabilité, sinon il va rester en France à la fin 3-4 lignes de TGV, les plus rentables, et on va manquer le maillage du territoire. Mais tout ce que je dis est vrai aussi dans l'éducation, c'est vrai aussi dans la poste, c'est vrai aussi dans la sécurité, avec ces gendarmeries qu'on ferme un peu partout. Et en réalité même, y compris pour les hôpitaux d'ailleurs de proximité, et à la fin, je suis même pas certain que si on raisonne simplement en termes comptables, ce soit vraiment rentable. Parce qu'il faut mettre tous les coûts qui sont liés au désengagement de l'État. Finalement, il y a plus de transport, il y a plus de pollution, il y a plus de désagréments, et voire plus d'accidents. Parfois même des accidents de santé, parce que le premier hôpital se trouve à 1 heure de chez soi. Et ça coûte très cher tout ça. Donc je veux dire, même le raisonnement économique, à mon avis, il est faussé, il n'est pas bon. Enfin, ce sera coûteux quand même. On le sait, le retour des services publics dans un certain nombre de campagnes, de petites communes sur lesquelles il n'y a plus assez d'habitants pour pouvoir les maintenir. C'est pas une question d'habitants. Justement, s'il y a moins d'habitants, c'est parce qu'il n'y a plus d'activité, donc les gens s'en vont. Donc c'est un cercle vicieux. Si on y remet des activités, les gens iront parce qu'en plus les Français, vous savez, il y a une vraie révolution de la proximité. Les Français ont envie de redécouvrir leur territoire, leur terroir, leur département. Comment est-ce que vous ferez justement pour faire revenir les entreprises privées ? Alors, par exemple, nous souhaitons faire en sorte... Vous les forcerez ? Vous forcerez certaines... Non, mais par exemple, vous savez pas... Prenons des choses très simples. Une entreprise privée vient s'il y a un marché et s'il y a des services publics autour. Par exemple, nous, on souhaite que dans les stages d'internat des médecins, des nouveaux médecins qui se forment, il y ait au moins 6 mois de stage obligatoire dans un désert médical. Voilà. Pour que les médecins voient ce que c'est. Peut-être que certains auront une vocation. Et en tout cas, pendant ces mois-là d'internat, le désert médical sera un peu moins un désert. Donc dans les milieux ruraux, ils auront le droit à des stagiaires ? Pour l'instant, ils ont le droit à rien du tout. Et ils auront droit à des internes au moins déjà, avec évidemment comme ambition que les médecins s'y installent. Et je crois qu'il faut des incitations particulières pour les médecins, comme il faut des incitations particulières pour les entreprises. Il y a des systèmes de zones franches, mais c'est vrai que la ruralité... Quand je parle de la ruralité, d'ailleurs, c'est la ruralité au sens large, y compris nos villes moyennes. Moi, je mets Forbach dans ce... C'est pas totalement la ruralité, Forbach, mais c'est une ville de 20 000 habitants. Attendez, c'est une ville de 20 000 habitants qui fait partie des 5 villes de France où il y a le plus de désert commercial en centre-ville. Comment est-ce qu'on finance, Florian Philippot ? Est-ce que c'est l'État qui doit mettre la main à la poche ou est-ce que c'est au niveau local qu'il faut augmenter les impôts locaux ? Alors certainement pas augmenter les impôts locaux, ça c'est une évidence. Il faut même se battre pour faire baisser la taxe d'habitation pour les plus modestes. Non, je crois qu'il faut avoir une organisation intelligente. Donc oui, l'État mettra les moyens là où il doit les mettre. Fillon a supprimé 12 500 policiers et gendarmes, c'est inadmissible, ils n'ont pas été réembauchés par Hollande, donc il faudra en créer 15 000 sur le mandat, y compris dans la fonction publique hospitalière. Par contre, vous savez qu'on veut réorganiser la France en 3 niveaux, communes, départements, État. Donc on fera d'immenses économies sur les régions et sur les intercommunalités. Florian Philippot, vous restez
avec nous, on fait une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite du brunch politique sur Sud Radio. Le brunch politique en direct avec Florian Philippot, vice-président du Front National. Hier, Jean-Luc Mélenchon a dévoilé son plan pour l'Union européenne. Avec un plan B, la sortie de l'Union européenne, il a clarifié sa position et se différencie quelque peu du programme du Front National. C'était nécessaire selon vous ? Je ne sais pas, je vais vous dire très franchement, je n'ai jamais très bien compris le programme de M. Mélenchon sur l'Europe. Je trouve que ça varie à chaque interview. D'ailleurs, il a varié lui-même beaucoup puisqu'il avait voté oui à Maastricht. C'est quand même extraordinaire en 1992. Il avait voté non en 2005. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus lucide. Moi, je sais en tout cas ce que nous défendons. Ça n'a jamais varié, ça a été fixé très clairement il y a plusieurs années. Donc il faut quelques mois de négociations pour retrouver nos grandes souverainetés nationales. Sinon, on ne peut mener aucune politique sérieuse. Souveraineté territoriale, nos frontières, monétaires, législative, que nos lois soient supérieures aux directives des technocrates bruxellois, et souveraineté économique, c'est-à-dire qu'on contrôle notre budget et qu'on ait le droit de faire du patriotisme économique, du soutien au Made in France. Et puis si c'est pas possible, enfin de toute façon on fera un référendum au bout de quelques mois, si l'Europe a complètement bougé et devient l'Europe des nations libres, eh bien très bien, on dira on peut rester puisque ça n'est plus du tout la même Europe. Si elle ne veut pas bouger, on dira on part, on fait un Frexit. Et parce que nous avons besoin de cette indépendance pour mener à bien nos politiques en matière d'immigration comme en matière économique et sociale. Avec l'appui du référendum. Avec de toute façon un référendum qui viendra sanctionner quelques mois de campagne et de débats intéressants. Ça veut dire que si jamais le référendum dit non, il ne faut pas sortir de l'Union européenne, vous ne sortirez pas de l'Union européenne ? Mais le référendum, de toute façon, suivra l'avis, si vous voulez que c'est l'avis du peuple. Bien sûr, vous n'irez pas à l'encontre de l'avis du peuple. Mais l'avis cohérent, c'est-à-dire que les Français seront cohérents. Ils auront élu Marine Le Pen quelques mois avant à la présidentielle sur un programme extrêmement clair. Et donc le référendum qui suivra sera extrêmement cohérent parce que les Français voudront que Marine ait les moyens d'appliquer son projet. Je donne des exemples très très simples. Là, depuis le Brexit, le Royaume-Uni a déjà réussi à faire du patriotisme économique et a déjà réduit de 60 000, je crois, le nombre d'immigrations, le nombre d'entrées d'étrangers légaux dans son pays. Et ils peuvent le faire parce qu'ils retrouvent les instruments de la souveraineté nationale. Si nous n'avons pas ces instruments de la souveraineté nationale, on ne peut pas aider nos PME françaises. On ne peut pas faire du patriotisme économique. On ne peut pas réduire l'immigration. On ne peut pas aider les petits salaires, les petites retraites. On ne peut rien faire. Et je crois que ça, c'est important de le dire aux Français parce que tous ceux qui vous font des promesses sans vous expliquer que l'Union européenne les interdit sont des menteurs. Vous ouvrirez des négociations avec l'Union européenne, c'est ce que vous dites dans le cas où Marine Le Pen est élue. Sauf que Jean-Luc Mélenchon dit des négociations, ça ne sert à rien. Il faut tout de suite, immédiatement, revenir sur les traités européens et désobéir. Non mais, M. Mélenchon ne dit pas qu'il faut quitter l'Union européenne en parallèle. Donc qu'est-ce qu'il dit en réalité ? C'est ce qu'il souhaite si jamais on garde les traités, on garde les pas à ses fins. Si jamais ça. Ah d'accord, donc il fera aussi une phase de négociation. Une phase de négociation de 6 mois, sauf qu'il déclare qu'il désobéira immédiatement aux traités européens afin d'améliorer les conditions de vie de la population. C'est exactement la phrase qu'il a déclarée. Mais évidemment, je veux dire, mais personne n'imagine une seule seconde demain que Marine Le Pen se soumettrait à telle ou telle mesure qu'elle jugerait insensée. Quel est le moyen de rétorsion de l'Union européenne aujourd'hui ? Ce sont des amendes. Et qui paye les amendes des traités européens immédiats si jamais Marine Le Pen est simplement une politique que la France a déjà pratiquée dans son histoire, qui peut s'appeler la chaise vide, qu'a pratiqué le général de Gaulle, où il n'est pas question d'accepter une seule mesure qui soit contraire à nos intérêts nationaux, mais il faut que les choses se fassent proprement. C'est pour cela que nous voulons cette phase de négociation, puis cette phase de référendum, et utiliser l'article 50 des traités, c'est-à-dire qui permettent de quitter l'Union européenne. On ne peut pas rester 5 ans comme ça à dire il y a des traités, mais on n'obéit pas. Si c'est ça la solution Mélenchon, elle n'est pas faisable, elle n'est pas crédible. Florian Philippot, remettre en cause l'indépendance de la BCE. Ah d'ailleurs, attendez, sur ce point très précis, nous avons alerté, il est très important que l'Union européenne ne dispose jamais d'une armée. Parce que là, ce serait un moyen pour la Commission européenne et pour ce système fédéral d'imposer ses vues au peuple de manière physique. Parce qu'évidemment, cette armée européenne dans les mains de la Commission de Bruxelles serait un danger épouvantable contre les peuples et les nations. Pour la démocratie, vous le croyez ? Évidemment. Non seulement elle n'aurait pas de sens, parce que nous avons des intérêts nationaux contradictoires. On l'a vu en 2003. Certains voulaient faire la guerre en Irak, d'autres non. Donc qu'est-ce qu'on aurait fait ? On aurait coupé l'armée en deux, ça n'a pas de sens. Mais ensuite, c'est en plus un danger contre la démocratie. Je voudrais en revenir au programme de Jean-Luc Mélenchon pour l'Europe. Remettre en cause l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, un plan pour aller vers l'annulation des dettes, l'instauration d'un protectionnisme solidaire, selon ses propos. Finalement, ces 3 propositions, vous auriez pu les signer ? Bah non, c'est un peu du vent tout cela. Parce que nous dire on va remettre en cause l'indépendance de la Banque Centrale, je l'entends depuis 20 ans ça.
Je crois que j'entendais déjà Lionel Jospin le dire. Oui, mais sauf que vous aussi, c'est Non, dans mais votre attendez, programme. j'entendais déjà Sarkozy le dire en 2007. Non, on ne veut pas d'une banque centrale Oui, européenne. c'est ça. Par la sortie de l'euro, vous voulez simplement... Ça n'a rien à voir. Nous, on souhaite que la politique monétaire de la France soit décidée par la Banque de France et par la France. Et le fait d'avoir Lui une banque... aussi souhaite le retour à une monnaie nationale. Le fait Florian d'avoir une Philippot. banque centrale européenne à Francfort, c'est un moyen de chantage quotidien contre nos décisions politiques. Si demain, comme on l'a vu en Grèce, si demain nous prenons une décision qui déplaît à l'Union européenne, que ce soit dans le domaine économique, mais par exemple aussi si on souhaite quitter l'espace Schengen pour réguler l'immigration, eh bien si ça déplaît à l'Union européenne, elle pourra utiliser la Banque centrale de Francfort comme un moyen de rétorsion et de chantage contre nous pour qu'on change de position. Ça n'est pas possible de vivre avec cette épée de Damoclès contre la démocratie en permanence. Et l'annulation des dettes, Florian Philippot. Il faut rembourser ces dettes. On ne va pas annuler des dettes. Maintenant, ça n'existe pas, ça, d'annuler des dettes, parce qu'on sait très bien qu'ensuite, on n'a plus de moyens de se faire Très bien. prêter. Donc, Simplement, il faut par contre être beaucoup moins dépendant du système financier. Et nous souhaitons que de nouveau, la Banque de France puisse prêter sans intérêt directement à l'État, et que l'État ne soit pas obligé d'aller se financer auprès des banques privées et des financeurs privés, comme il l'est depuis le traité de Maastricht. Ce qui veut dire une inflation dérégulée. Pas du tout. Bah si, c'est Non. le principe. Si la Banque de France prête directement à Et l'État... que fait la Banque centrale européenne en ce moment? Que fait la Fed aux États-Unis? Elle le fait de manière Que fait la indirecte. Banque du Japon? Ils le font. Que fait la Banque du Japon au Japon? Non. Et il peut y avoir un tout petit peu d'inflation, mais qui sera largement compensé par des salaires qui augmenteront plus vite. Donc au final, les gens seront gagnants. Plan pour l'annulation des dettes, on vient de l'évoquer, mais sauf que le retour à une monnaie nationale, le retour au franc, du coup, vous payerez la dette dans quelle monnaie? Nous la paierons en francs. Comme de la même manière, quand nous sommes passés du franc à l'euro, notre dette a été libellée du franc puis en euros. Nous l'avons remboursé en euros. Je rappelle que les Allemands sont passés du Deutschmark à l'euro, une monnaie plus faible. Et pourtant, ils ont bien remboursé en euros. Il n'y a pas eu d'investisseurs lésés en disant « Ah, mais on avait prêté en marque qui était plus fort ». Ça n'existe pas. Vous pensez que nos investisseurs continueront à nous prêter au même taux d'intérêt si jamais bien sûr, parce qu'ils verront que nous serons de nouveau un pays qui sera debout sur ses pieds, non pas un pays qui subit la désindustrialisation comme aujourd'hui à cause de l'euro, non pas un pays qui subit un déficit commercial record. En janvier, on a battu dans toute l'histoire de France le déficit commercial. Là, plus de 6 milliards d'euros, rien qu'au mois de janvier 2017, l'euro y est pour beaucoup. Donc, quand la situation économique est beaucoup plus florissante, les investisseurs sont beaucoup plus enclins à vous prêter. De la même manière, je vous rappelle quand même que nous souhaitons dépendre moins des investisseurs étrangers parce que nous souhaitons mobiliser l'épargne nationale, qui est très importante en France, et nous souhaitons mobiliser la Banque de France qui pourra prêter directement au Trésor. Florian Philippot, vous avez vu l'évolution du taux d'intérêt auquel la France emprunte au cours des derniers mois? Oui, il augmente un petit peu comme dans le monde entier. Un certain nombre d'économistes analysent cette évolution du taux d'intérêt par justement le risque d'une arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Non, ce qui est d'une mauvaise foi absolue parce que les taux d'intérêt augmentent dans le monde entier. Je sais que Marine a une influence mondiale aujourd'hui, mais de là à ce que Marine Le Pen influence les taux d'intérêt aux États-Unis, c'est quand même un peu fort de café à mon avis. Il augmente de manière plus importante en France qu'à l'étranger, le taux d'intérêt. Non, il augmente partout dans le monde pour deux raisons principales. L'augmentation des prix du pétrole, parce que le pétrole est reparti à la hausse, et une politique américaine qu'on attend un peu plus dans la relance qu'avant du fait de l'arrivée de Trump au pouvoir. Et donc on se dit, il y aura un peu plus d'inflation. Mais les taux d'intérêt augmentent un peu partout dans le monde. Ils restent très modérés par rapport à ce qu'on a connu. Et l'écart entre la France et l'Allemagne est revenu au niveau de 2015. Or, Marine Le Pen n'était pas au pouvoir en 2015. Donc, je veux dire, tout cela, ce sont des arguments de campagne destinés à faire peur, les mêmes qui ont été utilisés lors de la campagne du Brexit, vous savez, au Royaume-Uni, où on expliquait aux Britanniques que ça allait être l'apocalypse, l'explosion des taux d'intérêt, etc. C'est pas du tout ce qui s'est produit, et au contraire, ça se passe très bien. Et aujourd'hui, le Royaume-Uni est le pays qui fait le plus de croissance dans le G7. Donc, ils ont eu raison de faire ce choix démocratique. Parce que les économistes ne soutiennent pas le Front National, selon vous. C'est ainsi. C'est pour ça. Je ne demande pas aux économistes d'ailleurs de soutenir le Front National, mais il y a beaucoup d'économistes qui ont travaillé dans notre sens, indépendamment de nous, mais qui arrivent au même résultat. Il y a beaucoup de prix Nobel qui défendent les monnaies nationales par rapport à l'euro. Il y a beaucoup d'économistes qui ont travaillé sérieusement sur la question. Par contre, donc ils sont orientés, selon vous. Non, moi je dis toujours, regardez qui parle. Regardez qui parle. Est-ce que l'économiste qui parle est libre ou pas, ou est-ce que c'est un économiste de banque financé à côté par une banque d'affaires? Parce que s'il est financé par une banque d'affaires, il risque d'être la voix de son maître et non pas la voix de la raison économique. Le retour au franc, Florian Philippot, il faudra s'attendre à une dévaluation massive? Non, il faudra s'attendre à ce que la monnaie, la nouvelle, c'est pas l'ancien franc. On va partir d'une parité, un franc égale 1 euro. Oui, mais ça durera pas très longtemps, cette parité. Non, mais de toute façon, l'euro n'existera plus, donc ça sera très théorique. De fait, ça ne peut pas durer. Mais le nouveau franc ira vers sa valeur normale. Comme juste après le Brexit. Est-ce que vous bloquerez les avoirs? Non, si jamais... on n'a pas besoin de faire tout ça. Aujourd'hui, l'euro s'est beaucoup déprécié.
Donc je pense que normalement la théorie économique prévoit que le nouveau franc perde à peu près 10% de sa valeur, ce qui nous permettra d'avoir une respiration économique. Voilà, on pourra beaucoup mieux exporter, on sera redevenu beaucoup plus compétitif, et on pourra attirer plus de touristes qui auront intérêt à revenir en France, parce que ce sera intéressant. Sauf que tous ceux qui détiennent des avoirs les feront sortir avant la perte de 10% de leur valeur. Absolument pas. Ah bah si, je peux vous promettre que quelqu'un qui est au courant que ses avoirs vont perdre 10% de leur valeur, il les fait sortir immédiatement. Vous savez que l'euro a perdu 30% de sa valeur en quelques années. Est-ce que vous avez vu des avoirs quitter massivement la zone euro pour aller aux États-Unis ou dans la zone yen ou je ne sais quoi? Pas du tout. Bien sûr que non. Sauf que ce n'était pas prévu, la perte de 30% de sa valeur par rapport au dollar. Non, c'était pas prévu. On sait anticiper. On le sait. Là, quand vous avez, bien sûr que si, ça peut être prévu, parce que quand vous avez un début de baisse de monnaie, vous savez que généralement c'est une tendance qui s'installe et qui peut être durable. Non, bien sûr que non. Ça, ce sont des arguments, des faux arguments destinés à faire peur. Alors moi, je dis très clairement à nos auditeurs. Donc vous estimez que demain, tous ceux qui détiennent des euros qui seront convertis en francs, ils seront au courant que leur valeur va être diminuée de 10%, mais ils garderont quand même leur monnaie en francs. Ils garderont quand même leurs avoirs. La dévaluation et la dépréciation est un instrument classique dans le monde qui est pratiqué en permanence. La Suisse l'a fait il n'y a pas très longtemps. Ils n'ont pas vu un afflux de francs suisses quitter la Suisse. Le Royaume-Uni vient de connaître. Ils n'ont pas prévenu, Florian Philippot. Ils n'ont pas prévenu. Mais ils l'ont pas fait. Mais bien sûr que si. Ils l'ont pas fait comme ça la nuit, le matin en se réveillant. Mais bien sûr que si. Là, vous vous trompez. Vraiment. Je vous assure. Mais je crois que vous vous trompez vraiment. Mais si vous prévenez de la dévaluation. Je dis. D'ailleurs, on voit bien quand ces sujets-là sont abordés, il n'y a plus la sérénité nécessaire. Il y a des gens qui sont là pour vous faire peur. Je le dis très clairement, qui visent à ce que rien ne change, comme ils ont essayé de faire peur aux Britanniques, comme ils avaient essayé de faire peur aux Suédois en 2003 lors du référendum. Je vous signale que en 2003, il y a eu un référendum en Suède pour adopter l'euro. Les Suédois ont refusé. Aujourd'hui, ils ont toujours leur monnaie nationale et ils ont 3% de croissance par an. Ils en sont très heureux. Ils veulent surtout pas l'euro. Mais à l'époque, il leur a été dit pendant la campagne du référendum que ce serait l'apocalypse. Vous pouvez reprendre tous les arguments de campagne, les mêmes, que l'épargne allait s'effondrer, l'inflation exploser, etc. S'ils refusaient l'euro. Ils l'ont fait et tout cela ne s'est pas produit. Ce sont des arguments de peur. Quelle est la solution de ceux qui gardent l'euro? C'est quoi leur solution? C'est quoi leur plan B? C'est de baisser davantage d'intégration. Ben non, c'est Fillon qui augmente la TVA, c'est Macron qui augmente la CSG, c'est de baisser les salaires, c'est de baisser les retraites, c'est les deux qui veulent détruire. C'est aussi davantage d'intégration européenne, une harmonisation fiscale. À quel prix? Ils veulent détruire la sécurité sociale, ils veulent détruire les services publics, ils veulent baisser les salaires et les retraites. Bref, ils adaptent l'économie à une monnaie alors que le but c'est d'adapter une monnaie. Peur là, Florian Philippot. Non, au contraire, ça c'est la réalité, c'est ce que vivent les Français. Depuis qu'on est dans l'euro, on est en déficit commercial massif, la dette a explosé, le chômage a explosé, les retraites sont gelées, les services publics sont en difficulté. Ça c'est la réalité que chacun peut vérifier et vivre. Et ça c'est le bilan de l'euro. Donc moi je dis attention, 95% des pays du monde ont leur monnaie nationale et ces pays s'en sortent beaucoup mieux que la France et la zone euro. Donc, Françaises, Français, posez-vous des questions. Soit on continue avec ce système-là, mais vous connaissez déjà l'issue, c'est la paupérisation générale, et même des risques sur les retraites et l'épargne. Soit on se dit, on est la 5e puissance économique mondiale, on est parfaitement capable de gérer notre monnaie, comme d'ailleurs on est parfaitement capable de gérer nos frontières face à l'immigration, et on est parfaitement capable de gérer nos lois. Florian Philippot, on fait une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite du brunch politique sur Sud Radio. Le brunch politique en direct avec Florian Philippot, vice-président du Front National. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères turc se rend à Metz. Il a été refoulé du territoire néerlandais hier où il devait faire un meeting à Rotterdam. Fallait-il l'accueillir en France? Non, il ne fallait pas l'accueillir en France. Je suis absolument choqué d'ailleurs qu'on ait accepté cette venue du ministre turc pour ce meeting concernant une affaire intérieure à la Turquie, parce que nous avons un précédent, je m'en souviens très bien, c'était en octobre 2015, il n'y a pas si longtemps, un meeting du même genre avec 12 000 personnes d'ailleurs à Strasbourg, qui s'était très mal passé, où il y avait eu des propos inacceptables sur la situation des femmes, sur ce ministre qui appelait les Turcs de France, même les Français d'origine turque, à rester des Turcs, à ne pas s'assimiler, à faire du communautarisme, etc. Bref, un discours très anti-républicain et communautariste. Nous n'avons pas accepté ce genre de discours, surtout quand on voit la dérive du régime turc et du pouvoir turc depuis quelque temps. Voilà, donc écoutez, la France, contrairement à d'autres, se couche. On ne sera pas très surpris, vous allez me dire, avec Cazeneuve et Hollande au pouvoir. Pourquoi, à votre avis, la France accepte d'accueillir le ministre des Affaires étrangères turc? Parce que et surtout ce meeting, parce que la France a pris l'habitude, avec ses gouvernements successifs de droite et de gauche, d'être faible et de se coucher. Voilà, d'accepter toutes les compromissions.
Et il est temps que ça change. Il est temps qu'on retrouve un véritable État et un véritable chef de l'État. Sauf que le préfet en question dit qu'il n'y a pas de trouble manifeste à l'ordre public, il n'y a pas de raison d'interdire ce meeting. Le meeting de Strasbourg d'octobre 2015 avait, peut-être pas physiquement, mais avait beaucoup troublé par la violence des propos et les conséquences néfastes sur l'unité nationale qu'il avait entraîné. Et puis on sait le contexte, on sait ce qui s'est passé en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, où les mêmes déplacements ont été interdits. On sait le contexte intérieur turc. Bref, c'est choquant. Enfin, voilà, c'est choquant, mais on n'est pas surpris. C'est une France faible, un pouvoir faible qui cède à toutes les revendications. Je rappelle qu'on reste en état d'urgence et que d'autres préfets sont beaucoup plus enclins et rapides à interdire des manifestations, comme par exemple les Calaisiens qui voulaient protester contre la situation d'immigration massive qu'ils connaissent. Alors là, les manifestations étaient interdites. C'est-à-dire que là, évidemment, on avait prétexté des troubles à l'ordre public. Dans un mois, un référendum est prévu en Turquie pour accroître les pouvoirs du président, et c'est d'ailleurs la raison de tous ces meetings qui sont organisés en Europe. Vous êtes contre justement la réforme en Turquie actuellement qui est prévue pour... Je n'ai pas à me positionner sur un sujet interne turc, c'est aux Turcs de le faire. Non, mais plus globalement, c'est le régime Erdogan dont il est question. Oui, moi je veux dire, on est forcément inquiet d'avoir vu un pays qui pendant longtemps a tergiversé vis-à-vis de l'État islamique. J'espère que les choses ont changé aujourd'hui, mais dont on sait qu'il participait indirectement au financement par des réseaux clandestins de pétrole, par exemple, ou de textiles, et qu'il participait au financement de Daesh. J'espère que les choses ont changé, mais c'est vrai que cette région reste un pôle d'instabilité et qui doit être un point de vigilance, de grande vigilance pour nous. Et la France y est quand même globalement absente, parce que pendant des années, depuis Sarkozy, ça a continué sous Hollande, elle s'était mise derrière la position américaine, qui n'a pas toujours été bien inspirée, c'est le moins qu'on puisse dire. Florian Philippot, on va évoquer les affaires de cette présidentielle. Vendredi, un deuxième assistant parlementaire du Front National, Charles Hourcade, a été mis en examen dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen. Vous-même, vous êtes parlementaire européen, vous le connaissez, Charles Hourcade ? Oui, je le connais, je trouve... Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? On est dans un système où Marine a demandé elle-même sur cette affaire-là, qui est quand même assez, il n'y a rien, enfin c'est le statut administratif d'un contrat. On demande à des assistants, personne ne leur reproche de ne pas bosser, on leur demande s'ils sont suffisamment ou pas à Bruxelles ou à Strasbourg. Il n'y a pas du tout de soupçon d'enrichissement personnel ou familial. Mais Marine Le Pen avait demandé elle-même il y a plus d'un an, par courrier de son avocat, le 18 février 2016, l'ouverture d'une information judiciaire. Ils lui ont pas répondu. Et il se précipite à quelques semaines de l'élection présidentielle. Donc chacun voit que le calendrier n'est pas normal. Selon vous, que le calendrier est... Ben bien sûr. Et qu'il est organisé. Il est organisé à des fins électorales et politiques. Ça, c'est une évidence. Quand vous n'avez pas répondu... La justice n'est pas indépendante, selon vous. De toute façon, personne n'a jamais dit que le parquet était indépendant. Le parquet ne s'est jamais revendiqué comme étant indépendant. Le parquet est sous l'autorité hiérarchique du ministre. Donc bien sûr que non, le parquet n'est pas indépendant. Donc le parquet est manipulé par le pouvoir socialiste, c'est ce que vous déclarez aujourd'hui. Mais il y a un agenda électoral, médiatique, de qui ça vient, de ceux qui ont intérêt à ce que qu'on brouille le débat politique, on parle pas du fond. Qui a intérêt à ce qu'on parle pas du fond aujourd'hui ? Celui qui n'en a pas, Monsieur Macron. Qui lui d'ailleurs, je constate que par exemple le responsable des jeunes avec Macron est assistant parlementaire, mais pas de problème. Je dis pas que c'est illégal, encore une fois, mais à l'enquête. À partir du moment où il y a un travail effectif, il n'y a pas de raison qu'il y ait. Ah non, c'est pas personne ne nous reproche à nous de pas avoir de travail effectif. On nous dit que c'est le mélange des statuts, etc. Charles Hourcade, dont il est question. Attendez, moi je donne aussi autre chose. Le livre de Madame Corinne Lepage en 2015. Dans son livre, elle l'écrit explicitement que Monsieur Bayrou a bénéficié pendant 5 ans d'une assistante payée par des fonds européens. C'est elle qui l'écrit. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas l'ouverture, que Madame Lepage soit pas convoquée ? On l'a d'ailleurs interrogé ici même dans le brunch politique sur ce sujet la semaine dernière. Oui, très bien, mais vous n'êtes pas juge. C'est bien que vous avez fait votre boulot et je vous en félicite, mais comment se fait ? Moi aussi, je l'ai interrogée, j'avais un débat avec elle. Et elle était un peu gênée d'ailleurs, mais comment se fait-il que la justice ne lui pose pas simplement des questions ? Je dis pas que c'est illégal, encore une fois, mais elle dénonce un emploi fictif et personne s'y intéresse. Alors que c'est pas prescrit, c'est écrit dans un livre, c'est quand même extraordinaire. Peut-être parce que M. Bayrou est un soutien de M. Macron. Donc là, tout est permis. Donc la justice est manipulée selon vous, y compris dans le calendrier. Le calendrier judiciaire. Je suis pas la justice en général, mais parce que je suis sûr que tout ça finira par des non-lieux. Mais le calendrier est électoral et non plus judiciaire. Y compris dans l'affaire Fillon.
Et probablement, y compris dans l'affaire Fillon, où tout s'est précipité très très vite. Par contre, l'affaire Fillon, sur le fond, est d'une nature tout à fait différente, parce que là, il y a une vraie suspicion d'enrichissement personnel et familial. Il y a un rapport à l'argent en termes personnel et familial qui est quand même problématique. Et il y a eu beaucoup de mensonges aussi de la part de Monsieur Fillon, qui est venu à la télévision dire des choses, puis on l'a pris la main dans le sac 3 jours plus tard. Enfin, c'est une affaire totalement différente. Mais le calendrier, c'est vrai que chacun comprend que là aussi, il est précipité et qu'il vise à tomber pile pendant la campagne électorale. L'assistant parlementaire du Front National dont il est question, Charles Hourcade, vous l'avez vu travailler au Parlement européen ? Mais je suis pas son député. Non, mais vous êtes député au Parlement européen, donc oui, vous mais pouvez je ne sais pas quel est. Mais moi, je sais collaborateurs des autres parlementaires. Je sais qu'il a fait son boulot qu'il devait faire. Et après, moi, je ne sais même pas d'ailleurs quel est son statut, s'il est accrédité au local, donc je peux pas vous dire parce que tout dépend aussi des statuts. Mais je sais qu'il a fait son boulot et que voilà, c'est un peu facile de traîner comme ça des gens en mise en examen. Bon. Florian Philippot, ce matin, on apprend que les costumes de François Fillon auraient été payés en liquide pour un montant de 35 500 €. Par ailleurs, un mystérieux mécène aurait payé 2 de ses costumes le 20 février dernier pour un montant de 13 000 €. Ça vous choque ? Bon, moi, j'ai pas de costume à 13 000 €, voilà. Donc chacun sera choqué ou pas par le train de vie, mais ça, c'est une affaire personnelle. Surtout, je trouve pas ça extrêmement intéressant. Je pense que l'élection présidentielle ne vient que tous les 5 ans et qu'on doit absolument en profiter pour des débats de fond sur le chômage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des boules puantes qui sont lancées dans cette campagne présidentielle ? Oui, enfin, on voit bien qu'il y a des choses qui sortent. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de réalité sur le fond. J'en sais rien. J'ai même pas très bien compris quelle était cette histoire de costume. Enfin, si ce n'est que ce sont des costumes extrêmement chers et que chacun en tirera les conséquences. Qu'ils ont été payés en liquide et que c'est illégal pour un tel montant. Ça, je sais pas si c'est illégal. Oui, pour un tel montant, c'est illégal. Ah oui, d'accord, peut-être. Les paiements liquides sont limités. D'accord, je connais pas suffisamment la loi là-dessus. Bon, bah, écoutez, si c'est illégal, il s'expliquera. Mais est-ce que c'est pas moins, honnêtement, je veux dire, c'est pas quand même un peu moins intéressant que ce qu'on doit faire contre le chômage, que la pauvreté, les petites retraites, le terrorisme islamiste, l'insécurité du quotidien, redresser la santé, redresser l'école. Je crois que c'est ça les grands débats qu'on doit avoir. Maintenant, s'il a une formidable marque de costume, il la transmettra à son ami Monsieur Macron, qui a fait du costard, comme il dit lui-même, un signe extérieur de richesse, comme il l'avait ainsi expliqué d'ailleurs à des ouvriers à qui il reprochait de ne pas être en costume parce qu'il estimait que ces gens-là ne voulaient pas bosser. Chacun se souviendra de cette scène qui, là aussi, en dit long sur le mépris social du personnage, Macron. François Fillon est convoqué mercredi chez les juges d'instruction. Il a déclaré qu'il s'y rendrait. Il a raison de s'y rendre en période électorale, en période présidentielle. Monsieur Fillon est surtout incohérent parce que il commence par dire que il est victime d'un assassinat politique par la justice, que en gros tout est orchestré, mais il se soumet à cet assassinat. Donc il ne devrait pas s'y rendre selon vous. Ce serait la cohérence qui s'appliquerait. Il n'est pas seul à être convoqué. Son épouse l'est aussi, ses enfants. Donc peut-être que ça s'explique aussi pour ces raisons-là. Et je le juge pas de ce point de vue-là. Mais je trouve qu'il y a une incohérence, comme il y avait une grave incohérence quand il a dit je partirai si je suis mis en examen, avant de dire 3 semaines plus tard non, je ne partirai pas si je suis mis en examen. Ça, c'est une incohérence et dont il est seul responsable. Florian Philippot, on fait une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite du brunch politique sur Sud Radio. Le brunch politique en direct avec Florian Philippot, vice-président du Front National. Où en êtes-vous des ralliements, Florian Philippot ? Mais qu'est-ce que vous appelez les ralliements ? Moi, notre but, c'est de convaincre les Français. Chaque fois qu'un Français change d'avis ou sort de l'abstention pour voter pour nous, c'est un ralliement en quelque sorte. Et c'est une voix vaut une voix. Nous en sommes très heureux, c'est notre objectif. Mais je vous parle des personnalités que vous tentez de séduire d'ailleurs. Si vous voulez d'approcher. Non, mais nous, notre objectif n'est pas un tableau de chasse. On n'est pas là pour afficher tel ou tel ancien ministre. On voit un flux constant de personnes qui avaient des responsabilités locales sur le terrain pour tel ou tel mouvement ou association et qui voilà, se disent la grande candidature patriote, c'est celle de Marine Le Pen, la seule candidature d'espérance. Je cite un exemple tout récent, si vous en voulez. Très récemment, Monsieur Baquet, qui est maire et conseiller départemental en Seine-et-Marne, et qui est très implanté d'ailleurs dans la vie associative locale. Il était encore il y a 3 semaines chez les Républicains et il a annoncé qu'il rejoignait le Rassemblement Bleu-Marine. Philippe de Villiers, il a donné son accord. Non, j'ai pas d'informations en ce sens. Mais il a accepté le principe d'une rencontre officielle avec Marine Le Pen, un adoubement public. J'ai vu qu'il avait eu en tout cas des propos publics. C'est écrit tel quel dans le JDD. Oui, mais j'ai vu qu'il avait des propos publics qui démontraient une position très favorable, une appréciation très favorable du projet de la candidature de Marine Le Pen. Et moi, je sais que Monsieur de Villiers est un grand patriote. Donc il vous soutiendra ?
Je l'espère. Je pense qu'il a annoncé très clairement, en tout cas, qu'il avait une préférence pour Marine Le Pen. Ça me paraît assez clair maintenant. Étiez-vous au dîner qui a eu lieu il y a 3 semaines entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ? Je n'ai pas d'informations en ce sens, mais j'ai déjà moi rencontré Nicolas Dupont-Aignan et ils se sont déjà rencontrés. Vous n'étiez pas au dîner ? Non, j'ai pas d'informations. Non, mais soit vous étiez au dîner, soit vous n'y étiez pas. Mais je ne sais pas s'il y a eu un dîner. Vous ne savez pas moi, si je n'étais pas à un dîner avec Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, voilà. Mais donc vous n'y étiez pas. Je n'ai pas participé à un dîner avec un éventuel dîner avec Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, voilà. Tout ce que je peux vous dire, ça c'est certain. Maintenant, moi je l'ai déjà rencontré. On a eu l'occasion de temps en temps de se voir, de se croiser sur des plateaux de télé par exemple, et on a discuté. Bon, il est candidat, c'est tout à fait légitime. Ce que je lui dis, ce que nous lui avons déjà dit, nos adversaires savent se réunir au second tour. Nous, patriotes, sachons également nous réunir parce que nous sommes majoritaires dans le pays et que la France est à la croisée des chemins, qu'elle ne peut plus attendre. Il en va de son indépendance, là, pour ces élections et de son avenir même. Et donc, il est très important que dès le lendemain du premier tour, on puisse se réunir. Jean-Frédéric Poisson a rencontré Marine Le Pen également ? Non, j'ai pas d'informations en ce sens non plus. Non, c'est pas prévu. Pas à ma connaissance, non. Après les présidentielles, les législatives, Florian Philippot, vous visez combien d'élus à l'Assemblée nationale ? Nous visons une majorité pour donner une majorité au gouvernement de Marine Le Pen. Combien sûr. Il y a un chiffre en la particulier ? La majorité, c'est 577 divisé par 2 plus 1. Bon, donc c'est Mais une majorité c'est le qui seuil d'ailleurs que vous dépassera fixez. le Front National. Nous ouvrons les bras à tous les patriotes, qu'ils viennent de la gauche, qu'ils viennent de la droite, parce que nous souhaitons aller dans ce sens et dans cette dynamique. Ensuite, on fera la réforme d'ailleurs législative, proportionnelle, intégrale, pour que tout le monde soit représenté, d'ailleurs avec une prime majoritaire pour dégager facilement des majorités, et nous baisserons le nombre de députés à 300. On n'a pas besoin de 577 députés. D'ailleurs, nous baisserons également le nombre de sénateurs à 200. On n'a pas besoin non plus de 348 sénateurs. Avec qui gouvernerait Marine Le Pen si elle était élue présidente avec une majorité, Florian Philippot ? Eh bien, avec toutes celles et tous ceux qui défendent les mêmes convictions et les mêmes projets pour la France, et ça fait du monde. Vous seriez au gouvernement ? Je serai là où la présidente souhaite que je sois. Premier C'est la ministre. Constitution. Mais moi, je veux un poste exécutif parce que je veux être le plus utile possible à mon pays, c'est tout. Premier ministre ? Mais c'est pas à moi de le décider. Mais vous accepteriez en tout cas. Si elle me le proposait, oui. Selon le Rolling IFOP fiducial Sud Radio, Marine Le Pen est à 26% au premier tour, Emmanuel Macron à 25,5%. Ils sont au coude à coude. Vous craignez que Emmanuel Macron repasse devant ? Ça n'aurait pas beaucoup d'importance. Ce ne sont que des sondages. Regardez d'ailleurs la certitude de vote. Les électeurs actuels déclarés de M. Macron sont très peu sûrs de leur choix, contrairement à ceux de Marine Le Pen qui sont très sûrs de leur choix. Je crois que ça, c'est un indicateur très fort. Marine Le Pen a toujours été constante dans les sondages, dans cette élection. Je crois qu'elle sera en tête et assez largement au premier tour, et ce qui lui permettra de l'emporter au second. Florian Philippot, je voudrais qu'on dise un mot des parrainages. Vous avez vu que Nicolas Dupont-Aignan a davantage de parrainages que Marine Le Pen ? C'était déjà le cas en 2012. Ouais, 623 contre 577, c'est révélateur d'un rapport de force auprès des élus en tout cas ? En 2012, c'était le cas. Il a fait 1,79% et nous avons fait 18%. Ouais. La publicité du nombre de parrainages, vous y êtes favorable ? Ils sont en ligne sur le site du Conseil constitutionnel. Tout a été fait, et encore cette fois-ci, ça a été aggravé pour que ce soit de plus en plus compliqué pour les avoir. Alors nous, on n'a pas eu de problème parce que nous avons nous-mêmes de plus en plus d'élus locaux. Ah oui, nos propres élus, et puis quand même beaucoup de maires nous ont de nouveau parrainés. Mais ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal de rendre les choses de plus en plus compliquées. Je vois que M. Mélenchon a eu un peu de mal cette fois-ci, alors qu'il représente quand même, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais il représente un courant de l'opinion, c'est une évidence. Pourquoi est-ce qu'on rend les choses de plus en plus compliquées ? Je rappelle que le général de Gaulle, quand il a conçu ce système, imaginé la Ve République, il voulait au départ 0 parrainage, et finalement il a mis 100 parrainages. Vous avez vu que Jean-Marie Le Pen a parrainé sa fille, Florian Philippot ? Vous vouliez qu'il parraine Macron ou Fillon ? Je sais pas. Ça aurait été étonnant. C'était un soutien inespéré ? C'est pas un soutien, un parrainage, de toute façon. Ça n'a jamais été un soutien. C'est une autorisation administrative d'être candidat. Oui, mais c'est déjà un signal. Mais encore une fois, est-ce que vous auriez imaginé qu'il parraine Macron ou Fillon ? Il aurait pu. Ou Hamon. Il ça aurait n'aurait pu pas eu ne beaucoup de parrainer sens. personne. C'est pas le choix qu'il a fait. Ils ont repris contact ? Pas à ma connaissance, non. Merci Florian Philippot Merci d'avoir accepté Merci à vous. notre invitation aujourd'hui pour le brunch politique de Sud Radio.